bronzage sans soleil. Moussa Temel vend des séjours dentaires en Turquie depuis 2 ans. Là, je paye un peu plus de 6 000 €. 2 fois moins que ce qu'il aurait payé en France. Il n'y a que des avantages à venir ici. Jean-Paul Chalut, touriste dentaire. Voyager à prix cassé, c'est possible, à condition de faire quelques sacrifices. Pour les jambes, quand on est grand, c'est un petit peu juste quand même. C'est 2,50 € la boisson chaude. Un peu en chocolat ou un croissant, c'est 1,50 €. Tout est payant sauf le verre d'eau et le sourire. Coralie, chef de cabine dans une compagnie à bas prix. Nos hôtesses travaillent plus que chez Air France. Elles n'ont pas 25 semaines de vacances et 6 semaines de congé maladie par an. Michael O'Leary, PDG enflammé et leader européen de l'aérien à bas prix. Les premières voitures chinoises à prix cassé débarquent en France le mois prochain. L'amélioration de soi fait l'excellence. Il faut toujours mettre notre marque et nos clients dans notre cœur, car notre client, c'est notre Dieu. Xiaowei, contremaître chez un constructeur automobile chinois. Ces voitures sont 20% moins chères, mais tiennent-elles en termes de sécurité ? Ce genre de déformation, on les mesurait sur les voitures construites à la fin des années 80. Volker Sandner de l'Automobile Club allemand a testé des voitures chinoises à bas prix. Bonsoir. Qui aurait pu imaginer il y a 10 ans à peine que des billets d'avion coûteraient 1 €, que l'on irait soigner ses dents à peu de frais en Turquie, que les Chinois menaceraient les plus grandes marques automobiles en les copiant. Et pourtant, aujourd'hui, c'est devenu la réalité. On peut, si l'on veut, consommer moins cher. Hugo Plagnard a enquêté en Irlande, en Allemagne, en Turquie, en Chine et bien sûr en France pour en savoir plus sur ceux qui cassent les prix et dans quelles conditions, pour déterminer si les entreprises françaises ont les moyens de résister à cette nouvelle et redoutable concurrence. Et pour nous autres, les consommateurs, si les prix cassés sont de bons plans. Ce sont les questions que l'on peut se poser à l'heure de ce phénomène qui n'est pas prêt, vous allez le voir, de s'arrêter. Les règles du jeu économique ont changé. Voici Génération Low Cost, enquête sur les nouvelles frontières des bas prix. Salut, Taban, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Est-ce que c'est bien le voyage? Ça va, ouais, je suis bien arrivé, ouais. Bonjour. Ça va? Attends, j'ai aidé ça va bien, avec le sac. Ah, merci, ouais. Tu es fatigué ou quelque chose? Non, ça va, ça s'est bien passé, ouais. Si tu es par là, J'ai fait l'escale à Paris-Istanbul, mais bon. Quand elle part en vacances en Turquie, Brigitte ne s'amuse pas tous les jours. Est-ce que tu as un bon forme pour l'opération demain? C'est demain? Oui. À quelle heure? Demain matin. Tout de suite, hein. Demain matin. C'est bien? Ça va? Pas de douleur ou quelque Non, chose? ça va. C'est bon, hein, les dents sont bien. Ça va. Aussi. Je peux même ronger les ongles. Oui, mais nous contrôler aussi le reste des dents. Mais, demain? Oui, demain. Parce qu'aujourd'hui... D'abord, on fait un détartrage, on pose les implants. Et après, c'est environ 2 jours un petit peu gonflé. Nous vous donnons aussi d'antibiotiques, quelque chose pour rincer la bouche. Peut-être c'est un petit peu bleu ou quelque chose, mais c'est pas grave. Donc après environ 1 jour, il n'y a pas de douleur. C'est assez inédit une consultation de dentiste sur un parking d'aéroport quand même. C'est la Turquie quelque part, oui, c'est assez insolite. Mais bon, c'est très sympathique, c'est pas le même accueil que chez les dentistes français. Il y a plus de rapports humains que de professionnels, dentistes. Moi je sais, toi tu sais pas. Et moi ça me convient bien, ouais, c'est bien. Ce sourire éclatant lui a coûté 8 000 €, 2 fois moins que chez son dentiste français. Voilà pourquoi elle revient en Turquie, cette fois pour sa mâchoire inférieure. À l'instar de Brigitte, de plus en plus de Français choisissent les dentistes turcs. Bienvenue à le tourisme médical de Turquie. Soins dentaires en Turquie, chirurgie cardiovasculaire en Thaïlande, liposuction en Tunisie. La liste des pays qui font rimer bikini, bistouri et petit prix s'allonge chaque année. Une exigence de bas tarifs qui a déjà bouleversé le transport aérien et plus récemment encore, l'industrie automobile. Que valent ces voitures fabriquées en Chine? Qui sont ces nouveaux casseurs de prix en blouse blanche?
Quelles sont les recettes des compagnies qui vous proposent de traverser l'Europe pour 1 euro? Enquête sur une révolution en marche, la révolution des bas prix. Soleil d'hiver à Antalya, l'une des stations balnéaires les plus populaires de Turquie. En ces premiers jours de mars, le touriste se fait plutôt rare sur la Riviera turque. Les vendeurs du bazar sont au chômage technique. Mais pas Moussa Temel, un Hollandais d'origine turque. Bonjour Ahmed, ça va? À Antalya, Moussa est le seul professionnel du tourisme à afficher complet, même hors saison. Là, il est 2h moins 5. Je suis à Antalya et je viens de l'aéroport où j'ai récupéré une cliente française. Allez, voilà, bye bye. Depuis 2 ans, cet ancien ingénieur joue les intermédiaires entre des chirurgiens dentistes et des patients européens. Une idée qui a étonné ses amis turcs. Je crois que le soin dentaire, c'est un vraiment gros problème en Europe. Beaucoup de gens en Turquie ou de pays pauvres, ils ne comprennent pas pourquoi le riche européen a une dentition qui est très mauvaise dans la bouche. Parce que vous venir dans un pays qui est très riche, avec une bonne assurance, qu'est-ce qui se passe avec ton bouche? Ils ne comprennent pas ça. Pour attirer les touristes médicaux comme Brigitte, Moussa a un double argument. Chez lui, la facture est 2 fois moins élevée qu'en Europe et les soins sont réalisés en un temps record. Je suis contente d'être là. Ah ben bon, il y a un peu la fatigue là, à cette heure-ci, mais bon, ça va. Fatigué par une journée de voyage, ce n'est donc pas sur son lit d'hôtel que cette bourguignonne de 45 ans est invitée à s'allonger. C'est quoi? On va où? Là, c'est calme. Mais je vous voulez examiner un petit peu la bouche d'abord? Ah bon? Vous pouvez... Attends, je ne me suis pas brossé les dents. Vous pouvez brosser les dents avec l'appareil là-bas. Donc, asseyez-vous. Bon, comment ça? Finalement, ça commence plutôt que prévu en fait. Oui. Comme ça, il contrôle la bouche d'abord. Première surprise. Du haut et tout. Et il met un petit peu le dent qui est ici. Donc, asseyez-vous. Ça peut pas attendre demain pour le limer. Le matériel ne réserve pas de mauvaises surprises. Il est aussi moderne que dans un cabinet dentaire français. La roulette turque à la descente de l'avion ne plaît pas toujours aux clients. C'est un mal nécessaire d'après Moussa. Je sais bien que le patient a besoin de retourner à son pays, donc nous sommes pressés pour finir le travail avant qu'il retourne. C'est une course contre la montre en fait. Oui, nous sommes tout le temps pressés pour donner un rapide travail. Parfois c'est fatigué, mais ça marche. Maintenant c'est bien propre. Tu veux? En guise de dédommagement, le détartrage est offert par la maison. Le dentiste vérifie grâce à cette caméra miniature qu'il n'y a aucun problème avec les prothèses posées la dernière fois. C'est ce genre de fausses dents que la Française se fait implanter sur la mâchoire inférieure. Ok. C'est fini. Pour aujourd'hui. Demain, on continue. Brigitte, vous disiez tout à l'heure que Moussa c'était un homme de surprise. Oui, c'est la boîte à surprise, voilà, ça commence. Je suis levé à 4h30 ce matin. Oui, 4h30 du matin. Et tu ne dors pas du tout, non? Non, mais quand... Tu es fatigué un petit peu, oui. Mais on va tout de suite à l'hôtel, comme ça tu dors bien. Et demain, on fait de bon travail. Elle ne pouvait pas s'offrir cette opération en France. À 700 € l'unité, les prothèses ne sont pas, ou très peu, prises en charge par la sécurité sociale. Alors, faute de revenus suffisants et de mutuelles performantes, Brigitte devait se contenter d'un dentier. C'est pas une vie, pour moi c'était pas vivable quoi. Donc quand vous avez parlé autour de vous, dire voilà, je me fais retirer les dents en Turquie, les réactions elles ont été... Moi c'était mais ça va pas, ça va être l'arnaque, c'est loin, etc. Et ouais mais bon moi pour ces dents là qui étaient, ces appareils amovibles que je pouvais plus supporter, j'étais prête à tout pour que ça s'arrête, donc je dis bon bah j'y vais puis je verrai.
Le lendemain, dans un hôtel-club face à la mer, le ventre noué par l'opération, Brigitte prend un petit déjeuner. Salut. On laisse une minute encore, ça peut s'expliquer parce qu'il dit. Ça va hein? Tu manges bien? Petit déjeuner. 2 pommes, très bien. Petite consolation, elle n'est pas la seule Française à passer sur le fauteuil du chirurgien. Jean-Paul et sa femme ont fait le voyage depuis la Touraine. C'est leur premier séjour dentaire. Françoise est venue depuis Poitiers. C'est sa seconde opération. On y va? Allez. Dans le groupe, il y a d'un côté les novices qui rêvent de faire un peu de tourisme. Il paraît qu'il y a des ruines antiques qui sont extraordinaires. Elles sont marquées sur la carte à l'office du tourisme. Ils donnent une carte, elles sont marquées. Et les autres, plus expérimentés, qui plombent l'ambiance avec leurs histoires de dentistes. Parce que les sinus, c'est le système du marteau et du burin. Il peut mettre comme un burin et il tape. Et ça remonte le sinus. Il tape. Ça fait des étoiles dans la tête à chaque fois qu'il cogne. Les Français ont rendez-vous dans les beaux quartiers d'Antalya. Dans ce cabinet, tout a été pensé pour rassurer la clientèle internationale. L'accueil souriant et personnalisé est assuré par Ghassan, le chirurgien, et ses jeunes assistantes. Voilà, Ghassan. Sur chaussures en plastique obligatoire pour prouver dès la porte d'entrée qu'on ne plaisante pas avec l'hygiène. Sur la terrasse, café turc ou thé à la menthe à volonté en attendant son tour. Dans la salle d'opération, musique classique et blagues de potache pour détendre l'atmosphère. Tu es un petit peu brune, mais ça va aller. Ça, c'est un bronzage sans soleil. Enfin, dernier détail censé rassurer les patients, les diplômes de Ghassan bien en vue au-dessus de son bureau. Il a fait autant d'études qu'un dentiste français. Ça, c'est l'anesthésie. Et il présente un gage de savoir-faire supplémentaire d'après Moussa. Il a opéré beaucoup de généraux et de commandants et durant une période de 1,5 dans le militaire service. Donc s'il a opéré des généraux, il peut bien opérer les touristes français. Oui, parce que les généraux, ils sont très délicats et si tu fais un travail qui n'est pas bien, tu n'es jamais sorti de militaire. Donc, ça c'est vrai. Maintenant, il coupe le gencive avec un couteau. Tu vois, il n'a pas de douleur. Le patient, il ne sent rien. Après le scalpel, Ghassan joue maintenant de la chignole. Maintenant, il change. Il perfore l'os de la mâchoire pour y visser 4 tiges métalliques, des implants. C'est sur ces racines artificielles que seront fixées par la suite les fausses dents en céramique. Fini, Brigitte. Tout c'est fini maintenant. Est-ce que ça va? Pas de douleur, quelque chose? Tu vois, c'est 1 heure. Et donc, en 1 heure, tous les 4 implants sont posés. Et maintenant, tu es tranquille. Hein? Brigitte peut souffler, pas le chirurgien. Ça va? Il a bloqué tout son samedi pour la clientèle de Moussa, après Françoise. Il lui reste encore à examiner Jean-Paul. Après le siège du dentiste, ce retraité de l'armée de terre visite sa cuisine pour une dernière petite formalité. Devant la caméra. Je donne aussi la facture tout de suite, avec toute l'information. À Antalya, les soins dentaires vendus par Moussa sont si bon marché 6, 7, 8, 9, 10 000. Très bien. qu'il justifierait de traverser toute l'Europe pour se faire opérer. 3 000. 3 000. Vous avez fait le calcul de ce que ça vous aurait coûté en France, la même opération? 7, 9, 10. Combien ça coûte la même opération en France? 2 fois et demi plus cher. 2 fois et demi plus cher.
C'est-à-dire combien par rapport à la Turquie? Là, je paye un peu plus de 6 000 euros, donc ça fait 15 000 euros en France. Pour cette partie-là, parce qu'après, dans 4 mois, je repaierai encore. Mais pourtant, il y a le voyage, il y a quand même l'avion, il y a le... Je compte le voyage dans le coût. Je compte le prix du voyage, de l'hôtel et tout. Je compte c'est inclus dedans. Ça fait vraiment une sacrée différence de prix. Hein. Ben oui. Il n'y a que des avantages à venir ici. Comment je t'ai donné 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, Que des avantages pas si sûrs. Est-il absolument sans risque de se faire opérer en Turquie? 6. Comment Moussa s'y prend-il pour proposer des soins dentaires à bas prix? Si le matériel est au niveau des cabinets européens, c'est sur les hommes que les économies sont réalisées. Ghassan déclare gagner environ 4 000 euros par mois. Près de 3 000 euros de moins que le revenu moyen d'un dentiste français en 2004. Un écart de salaire dont il a conscience et qu'il préfère commenter avec un brin de provocation. Un dentiste hollandais m'a contacté parce qu'il avait vu les radios de mes patients. Il a trouvé que j'avais fait du bon travail. Donc il m'a demandé de travailler avec lui en Hollande et il m'a proposé beaucoup d'argent pour ça. Entre 25 et 30 000 euros. Par mois? Oui, par mois. Mais j'ai refusé. Je préfère travailler en Turquie. J'adore vivre en Turquie. Lui, il se satisfait de la maison et de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Mais les chirurgiens dentistes en Europe ont besoin de plus. Ils veulent conduire des Porsche, avoir de grandes maisons et beaucoup d'employés. Et vous conduisez quoi comme voiture? Vous connaissez l'Opel Astra? C'est ma voiture. Peut-être à l'avenir, je m'achèterai une Ferrari. Mais je suis heureux comme ça. Les honoraires du dentiste n'expliquent pas à eux seuls un écart de prix de 50% entre la France et la Turquie. C'est sur les prothèses que Moussa parvient à casser les prix. Elles sont fabriquées dans un atelier moins présentable que les cabinets dentaires. Avant notre arrivée, le ménage a été fait et bien fait. Bonjour Mehmet, ça va? C'est bien, je vois qu'il y a de l'activité ici. Au mur, la peinture est encore fraîche. Chaque employé a eu droit à une blouse blanche et à un masque récupéré chez les dentistes qui travaillent pour Moussa. Rien ne manque, pas même le déodorisant pour masquer les odeurs de four à céramique, des vapeurs toxiques. Il en faudrait plus pour cacher la relative vétusté du matériel et des conditions de travail qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Or, le coût de la main-d'œuvre est déterminant dans le prix d'une prothèse. Impossible d'automatiser ce genre d'opération. Ce n'est pas de jeunes personnes qui travaillent ici. Il y a environ 20 années d'expérience. Et une personne qui a 20 années d'expérience à l'Europe, il coûte peut-être 3 000 euros par mois. Et ici, c'est 300, 400 euros par personne. Et il travaille ici parfois 12 heures, 14 heures par jour. Et il y a aussi des autres gens qui viennent plus tard. Donc parfois, c'est ici non-stop de travail. C'est sur le travail de ces ouvriers que Moussa réalise son bénéfice. Acheter 80 euros au patron de cet atelier. Une prothèse haut de gamme est facturée 275 euros aux clients étrangers. Malgré ces 200 euros de marge qu'il partage avec ses dentistes, Moussa reste 2 fois moins cher que les praticiens européens. Sur le vieux port d'Antalya, l'ambiance est moins laborieuse. Le voyage dentaire de Brigitte commence tout juste à ressembler à des vacances. Voilà, et là je profite du pays, de la Turquie. C'est l'occasion de faire vraiment du tourisme en même temps? Vous avez le temps de faire du tourisme? Oui, le temps de profiter de tout ça, du soleil, de la mer, de la gentillesse des gens. À l'heure des cartes postales, une autre question se pose.
en cas de problème, que se passerait-il pour Brigitte? Étant donné leur façon de travailler, et puis ce qu'ils veulent d'abord, c'est le contentement du client, je pense qu'il ferait le nécessaire pour rectifier la chose, quelle qu'elle soit. Peut-être une dent un peu cassée, ou je sais pas, mais bon... Seule garantie pour elle, la parole de Moussa. Car entre eux, pas de contrat écrit. Garantie ou pas, en cas de problème, les patients devront sortir à nouveau leur carnet de chèques. Tout est garanti chez vous? Oui. Lui donne la garantie pour le dent. Moi, je donne la garantie pour l'accompagnement et toutes les choses. Le dentiste donne la garantie pour son travail. Donc, s'il y a une faute, 5 années pour le couronne. Normalement, le couronne reste environ 20 années bien. Mais c'est pas possible pour donner une garantie de 20 années. Donc, vous payez aussi le billet d'avion pour revenir en Turquie? Non, seulement le billet d'avion et les vacances, ça c'est pour le patient. Mais tous les autres travaux, c'est 5 années de garantie. Attention, ces soins supplémentaires. Moussa ne les prendra à sa charge que s'il estime avoir commis une faute. Dans cette affaire, il est donc jugé parti. C'est toute la limite de ces soins reçus à l'étranger d'après le docteur Jean-Luc Ardouin, président de la Société française d'implantation orale. Le problème est clair, lui il parle de garantie, nous on est en situation de responsabilité. Quand on fait un acte, on a une responsabilité médicale et le patient a des recours face à cette responsabilité. Ah, il a quel recours? Parce que la société hollandaise, c'est à mon avis, aucun recours. Et puis, qu'est-ce qui existera après? Il aura une structure à aller se plaindre si le dentiste n'est plus là? On ne sait même pas si le confrère est assuré en responsabilité civile. En France, on a une obligation de responsabilité civile, on a une obligation d'être assuré. Là, on ne sait pas. Cette question du recours se pose d'autant plus que le docteur Ardouin a relevé des approximations chez son confrère turc. La première surprise, c'est qu'il est la radio le jour où il va poser les implants. Parce que normalement, la radio, on la reçoit avant. On prend le temps de l'interpréter, de prendre des mesures pour choisir le matériel. La deuxième surprise, c'est que dans ces zones-là, on a un obstacle anatomique, on a un canal dans lequel passe une artère, une veine, un nerf. Et si on va forer dans ce canal, le patient peut avoir une perte de sensibilité, voire une perte de sensibilité définitive dans le secteur, on peut avoir une hémorragie. Et ça ne suffit pas. Pour un secteur latéral, il est indispensable d'avoir un scanner. On peut dire que c'est imprudent. Voir une faute dans notre exercice en France. En attendant, les affaires de Moussa se portent à merveille. Il a déjà accueilli 1 millier de touristes européens, dont la moitié de Français, et ne compte pas s'arrêter là. C'est plus en plus que se développer. Il y a plus en plus de clients, donc on a besoin peut-être bientôt plusieurs de cliniques pour travailler avec, et aussi plusieurs accompagnateurs. Nouveau détour par l'aéroport. Nouvelle cliente. Bonjour, bonjour. Nouvelles embrassades. Heureusement, vous êtes bien arrivés. Ouais, avec retard. Bonjour, bonjour, bonjour. 3, je suis hollandaise. Et c'est un petit peu froid aujourd'hui, mais quand il y a du soleil, c'est tout de suite chaud. Pour ceux que les dentistes turcs effraient, Moussa a tout prévu. Il vient d'ouvrir une autre filière de soins dentaires à bas prix en Hongrie. Aussi spectaculaire soit-elle, ce n'est pas dans le secteur médical que la mode des bas prix fait le plus de bruit. Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, au bord des pistes, un ballet plus inattendu que celui des Boeing et des Airbus. Ces majorettes madrilènes qui défilent sur une version accordéon de Gainsbourg saluent l'arrivée d'une nouvelle compagnie aérienne sur le tarmac parisien. Nom, Vueling, nationalité espagnole, marque de fabrique, afficher des tarifs discount pour bousculer les leaders du marché Air France et Iberia. Dans le jargon de l'aérien, Vueling est ce qu'on appelle une compagnie à bas coût, une compagnie low cost. Jet for You, la marocaine, Wizz Air, la polonaise, Sky Europe, la slovaque,
ou bien encore Transavia, la filiale du groupe Air France KLM. Elles sont aujourd'hui une soixantaine à casser les prix dans le ciel d'Europe. Voler pas cher, c'est possible, mais cela a un prix. Aéroport d'Orly Sud, 6 heures du matin. La journée commence pour l'équipage du vol Easy 4061 à destination de Nice. Okay, passengers, please, and we are refueling. So Embarquement dans l'un des 137 appareils d'EasyJet, le numéro 2 européen de l'aérien à bas prix. Ok, bonjour. Bienvenue à bord. Pour casser les prix, la compagnie britannique ne rogne pas sur la sécurité. Bonjour monsieur. Ces avions sont récents, Merci. 2 ans d'âge en moyenne et bien entretenus. D'ailleurs, depuis qu'elles existent, les compagnies à bas prix n'ont connu aucun accident majeur. Rien à voir avec les transporteurs qui figurent sur la liste noire de l'Union européenne. En revanche, service et confort à bord sont au niveau du prix du billet. Pour les jambes, quand on est grand, c'est un petit peu juste quand même. C'est un peu le problème. Mais on rentre et le trajet est pas long, donc ça va. Pour bourrer jusqu'à la gueule un avion, il y a encore d'autres techniques d'après ce porte-parole de la compagnie. Une compagnie traditionnelle, ce serait 142 places pour le même appareil. Là, il y en a 156. Pour arriver à ce résultat, on a supprimé une série d'équipements, en particulier les fours qui sont au fond normalement sur les avions, puisque comme il n'y a pas de nourriture chaude à bord, on n'a pas besoin de ces fours-là. Pareil, comme l'appareil est en classe unique, il n'y a pas de classe affaires, il n'y a pas de classe business ou quoi que ce soit, puis de classe économique. Tout le monde est logé à la même enseigne, j'allais dire, et ça permet de gagner de la place. Quant aux 156 sièges, ils sont basiques. On peut pas baisser le siège. Oui. Attendez, vous êtes sûr? On peut pas baisser le siège. Normalement, on peut l'incliner, non? Non. On peut pas baisser le siège? Non, on peut pas l'incliner. Pour une raison simple, c'est que en fait, on s'est rendu compte que les sièges inclinables, ça se cassait très facilement, et donc tout ça, ça entretenait des coûts de maintenance. Donc supprimer ce genre de détails, ça n'a pas vraiment de conséquences sur le confort des passagers, mais ça permet de faire des économies à long terme et donc de faire baisser le prix des billets. Donc mesdames et messieurs, nous allons commencer notre service petit déjeuner. Nous avons les formes de jeu. Des billets à bas prix, certes, mais au moment du petit déjeuner, mieux vaut ne pas avoir oublié son porte-monnaie. Un chocolat et un jus de fruits sec. C'est 2,50 € la boisson chaude. Les barres de chocolat à 1,50 €. Après, on a tout ce qui est soda, 1 €. Jus de pomme à 1 € aussi. Un peu en chocolat ou un croissant, c'est 1,50 €. Tout est payant dans le... Tout est payant, sauf le verre d'eau et le sourire. Ne comptez pas sur Coralie pour vous faire cadeau d'autre chose. Et nous avons un target, c'est-à-dire une cible par jour, fixée par la compagnie. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est 80 centimes d'euros par passager. À bord de l'un de ces appareils, chaque détail a été pensé et calculé au centime d'euro près. Il n'y a pas de monnaie. Et cela va plus loin que le prix des boissons à bord. Merci, monsieur. Pour s'en rendre compte, il faut attendre que l'avion arrive à destination. Allez, bye bye, au revoir, merci. Au revoir, bonne journée, merci. Une fois les passagers débarqués, Coralie et ses 3 collègues ne chôment pas. Entre 2 vols, c'est le personnel de cabine qui fait le ménage et non une société spécialisée qu'il faudrait payer. Un nettoyage sommaire, pas le temps de passer l'aspirateur. Limiter le temps d'escale au sol permet d'augmenter le nombre de vols effectués chaque jour par ces avions. C'est placement libre. Merci. EasyJet a un dernier petit truc pour réduire la durée de l'embarquement. Bonjour. C'est numéroté? Non, madame, c'est placement libre. Où vous voulez dans la cabine. Autrement dit, c'est la course aux meilleures places à bord, hublot et sortie de secours. Pourquoi ils ne sont pas attribués les places? Parce que ça nous permet d'aller plus vite pour l'embarquement. Donc, comme ils n'ont pas de place attribuée, ils se placent directement où ils veulent. Merci. Nourriture payante, augmentation de sièges à bord et limitation du temps d'escale au sol. Cette organisation permet à la compagnie britannique de revendiquer des billets d'avion à 60 € en moyenne. On peut encore trouver moins cher.
Porte-maillot 5h30 du matin. Le voyage des passagers du vol Ryanair Paris-Barcelone commence par une balade en bus d'1h15 facturée 13 €. Direction un aéroport parisien insolite, Beauvais International. Si le lieu de départ est inattendu, à 85 km de Paris, la destination finale l'est tout autant. Qu'est-ce que vous faites à Beauvais là ce matin là? On rentre chez nous. On rentre chez nous. Vous rentrez chez vous? À Barcelone. À Barcelone. Pourtant le vol il va à Gérone là. C'est normal? Bah, c'est parce que chaque fois qu'on prend Ryanair, on arrive loin de là où on veut aller. Voilà. Donc là on le prend de Beauvais et on va arriver à Gérone, il y a à peu près 1 heure de bus, mais bon c'est ce qui justifie le prix. Le prix, les bas prix que pratique la compagnie. Préférer Beauvais à Orly ou Gérone à Barcelone permet d'économiser sur les taxes aéroportuaires. La compagnie a d'autres recettes pour afficher des tarifs alléchants. Chez Ryanair, partir en vacances avec sa valise n'est pas compris dans le prix du billet. Ajoutez 12 € par bagage envoyé en soute. Et là encore, une subtilité déroute de nombreux passagers. Quand la plupart des compagnies autorisent au moins 20 kg par bagage, je vous laisse déposer le deuxième bagage, s'il vous plaît. Ryanair limite à 15 kg et facture 8 € par kilo supplémentaire. À ce tarif-là, mieux vaut avoir bien compris les conditions générales de vente de la compagnie, où elle a glissé une subtilité. Vous prenez la carte bleue ou pas? Ce couple avec enfants en a fait l'expérience. On pensait qu'on pouvait mettre dans un seul sac jusqu'à plus de 15 kilos. On pouvait mettre 40-50 kilos dès l'instant qu'on ne dépassait pas les 15 kilos par personne autorisé. Donc on est 3, on pensait qu'on pouvait aller jusqu'à 45 kilos même avec un seul sac. Il a fallu faire 3 sacs de 15 kilos. Ce qui est possible chez la plupart des compagnies aériennes ne l'est pas chez Ryanair. En tout cas pas gratuitement. Quoi qu'en dise cette hôtesse, la compagnie utilise un jargon digne d'un contrat d'assurance pour expliquer sa règle en matière d'excédent de bagages. Ils vous disent que c'est 15 kilos par personne, avec application d'un supplément en vigueur. Oui, mais bon, qu'on mette dans un sac ou dans deux sacs, nous, on pensait que c'était 15 kilos par personne. Le bagage n'est pas autorisé, donc ils vous le disent clairement quand même. C'est juste en deuxième page, c'est-à-dire ça vous prend 2 minutes. Que soit dans un sac ou dans deux sacs, je comprends. Si officiellement Ryanair pratique cette règle pour inciter ses passagers à voyager léger, Là pour appliquer des conditions d'une compagnie. C'est aussi un moyen de gagner à tous les coups. Soit vous payez des excédents bagages les plus chers du marché, soit vous payez 12 € par sac. « 50 millions de passagers transportés cette année, 400 millions d'euros de bénéfices nets, une capitalisation boursière qui dépasse celle de British Airways. Ryanair, c'est le numéro 1 européen du transport pas cher. Une réussite certes, mais qui a ses parts d'ombre. Au magazine Que Choisir, un journaliste spécialisé sur le transport aérien, Arnaud de Blove, a fait pour nous le test d'acheter un aller-retour Beauvais-Gérone avec Ryanair. Pas la peine de chercher une agence de voyage, c'est sur Internet que la compagnie vend 99% de ses billets. Mais a priori, donc Ryanair nous annonce un billet aller à 14,99 € et un billet retour à 9,99 €, ce qui nous fait à peu près du 25 € aller-retour. Il m'étonnerait quand même beaucoup qu'on paye cette somme à l'arrivée. Pour afficher le prix le plus bas possible, la compagnie annonce toujours un premier prix hors taxe aéroport. Le prix de l'aller-retour est déjà passé à 63,92 €. Voilà, maintenant nous allons regarder s'il y a des suppléments sur le côté et bien il faut les lire parce que déjà on voit ici l'assurance qui est pré-débitée si j'ose dire. Une assurance annulation de vol facturée 14,50 €. Et c'est à nous de la décliquer. Comment on fait là ? Et là, j'avoue que je suis en train de chercher et je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Si, il faut vraiment aller, il vous suffit de sélectionner pas d'assurance voyage dans le menu déroulant. J'imagine qu'il faut aller là-dedans. Même pas. Je vois pas du tout, à moins d'être un expert en Internet,
Est-ce si difficile d'échapper à ces 14,50 € d'assurance annulation? Viens avec nous. Pour le mesurer, nous avons testé d'autres journalistes de Que Choisir. Donc on va voir si toi tu trouves. Ah d'accord. Donc voilà, je vais te montrer. Waouh. Vous trouvez ou pas là? Ben non, je trouve pas non plus. Là vous avez trouvé ou pas? Non. J'ai toujours pas trouvé. Non, c'est complètement impossible. Pour le moment, sur 3 personnes, il y en a 3 qui n'ont absolument pas trouvé comment décocher cette case, ce qui est visiblement loin d'être évident. Cette fameuse option « pas d'assurance voyage » se cache dans cette liste des pays. Il fallait y penser. Rajoutez 12 € pour le bagage en soute. La facture se monte maintenant à 75,92 €, 3 fois plus que le premier prix annoncé. Visiblement, il y a des frais de gestion qui sont demandés, c'est écrit en assez gros. Des frais de gestion ou plutôt un supplément de 6 € quand vous payez par carte bleue. Essayez de régler votre billet par chèque et vous verrez que vous n'y arrivez pas. Le paiement par carte bancaire est obligatoire. Il est donc un peu fort de café de demander un supplément pour cette prestation. Les 5 heures de transfert en bus compris, cet aller-retour Paris-Barcelone coûtera un peu moins de 140 €. C'est entre 20 et 60% moins cher que sur les compagnies concurrentes. Il faut quand même rappeler qu'avec Ryanair, on décolle de Beauvais et on atterrit à Gérone, alors qu'avec toutes les autres compagnies, on décolle de Roissy ou d'Orly pour atterrir à Barcelone. Quelles sont les autres méthodes qui permettent à Ryanair d'afficher les prix les plus bas? Une partie de la réponse se trouve à Dublin, en Irlande. Exceptionnellement, le PDG a accepté de nous ouvrir les portes de son siège, ce modeste bâtiment blanc en bord de piste. Chemise bleue et jeans fatigués, voici Michael O'Leary, 46 ans. Quand il a repris Ryanair, la compagnie perdait de l'argent. 13 ans plus tard, son entreprise est leader sur son marché et elle a fait de lui une des plus grosses fortunes d'Irlande. Avec Michael O'Leary, il ne faut jamais se fier aux apparences. Bonjour. Voici le plus petit service. C'est le service relation client. Il n'y a que 4 personnes qui y travaillent parce que nous n'avons que des millions de clients satisfaits. Et surtout, ne pas toujours espérer de réponse à ces questions. Il n'y a jamais de plainte alors? Ça, c'est le photocopieur. Voilà mon bureau. Et là, vous avez un de nos avions. Michael O'Leary ne manque jamais une occasion d'égratigner ses concurrents. Voilà, on a fait le tour. Vous avez vu mon bureau, c'est à peine un dixième de celui du PDG d'Air France. Lui, il a un étage entier et moi, je n'ai qu'une petite boîte. Un sens de la provocation érigé en mode de communication. Quand il ne se déguise pas en bonhomme de neige ou en torero, Michael O'Leary multiplie les déclarations tapageuses. Cible de choix, la Commission européenne qualifiée de repère de communiste, ou ses concurrents qui lui a fait dire « Je préférerais avoir le sida plutôt que de travailler pour une compagnie traditionnelle ». Un bon goût que l'on retrouve dans ses publicités. Voilà une de nos publicités sorties après la prise de Bagdad et la chute de Saddam Hussein en Irak. Voilà, il y a une photo et notre slogan « Nos prix tombent plus vite que Saddam ». Rebondir sur l'actualité, même la plus dramatique, c'est l'autre spécialité du patron de Ryanair. Le 11 septembre 2001, j'étais devant ma télé et je me suis dit « Mon Dieu, plus personne ne va prendre l'avion ». Et après, je me suis dit c'est peut-être le bon moment pour acheter des avions et c'était le cas. Selon nos informations, Ryanair aurait payé ses Boeing 45 millions de dollars, 20 de moins que le prix catalogue. Des avions que la compagnie fait voler au maximum, environ 11 heures par jour, pour ses moyens courriers contre 8h30 pour ceux d'Air France. Et il n'y a pas que les avions qui volent plus chez Ryanair. On fait en sorte que nos salariés soient plus productifs. Nos pilotes et nos personnels de cabine travaillent un peu plus dur que chez Air France. Chez nous, ils n'ont pas 25 semaines de congés payés et 6 semaines d'arrêt maladie. Ils ont 4 semaines par an et c'est bien assez. Ces hôtesses et stewards volent jusqu'à 1200 heures par an, 300 de plus que la norme européenne. Si je veux travailler pour vous, est-ce que je serai aussi bien payé que chez Air France? Non, vous gagnerez plus. Notre moyenne de salaire est plus élevée que chez Air France, que chez British Airways et que chez Lufthansa.
Nous aurions souhaité pouvoir le vérifier directement auprès du personnel de Ryanair. Refus de tournage avec ses équipages. Salaire, conditions de travail et liberté syndicale, la réalité prête beaucoup moins à sourire que les provocations de Michael O'Leary. Au cours de l'enquête, un pilote français a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Il vit en France, comme 30% de ses collègues, il est employé via une société britannique. C'est une manière en fait d'éviter de payer trop de charges sociales pour l'employeur. Il n'y a aucune cotisation sociale, donc si on veut avoir la même couverture qu'un pilote français, on va devoir payer les cotisations à la caisse de retraite, les cotisations sociales, l'assurance vieillesse et toutes les autres cotisations. Si vous tombez malade demain, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est parce que je reste à la maison et que j'ai pas de salaire. Donc en fait, c'est à nous d'avoir une bonne hygiène de vie et de ne pas tomber malade. Il n'y a pas du tout de couverture maladie? Il n'y a pas de couverture maladie en fait. C'est le type de contrat qui est comme ça, en fait, ils nous considèrent comme indépendants. Donc on est des travailleurs indépendants pour Ryanair, mais on a le droit de travailler que pour Ryanair. Intégré ou pas, quand on travaille pour Michael O'Leary, le contrat de travail est anglais ou irlandais, deux pays où les charges sociales sont parmi les plus basses d'Europe. Or, depuis près d'1 an, tous les salariés de la compagnie basée dans l'Hexagone devraient être affiliés aux régimes sociaux français. Ce décret, Ryanair ne compte pas s'y plier. Les Français votent des lois pour protéger et pour rendre moins efficace leur industrie et leur marché du travail. C'est pour ça qu'il y a cette loi sur les 35 heures. C'est dingue. C'est pour cela aussi que vous avez le taux de chômage le plus élevé des grands pays d'Europe. Regardez cette ineptie de taxe Chirac sur les billets d'avion pour combattre la pauvreté dans le tiers-monde. Quelle idée idiote. Varsovie en Pologne. Pour trouver de la main-d'œuvre, c'est entre autres dans les anciens pays communistes que prospectent les recruteurs de Ryanair. Équipée d'une caméra cachée, l'une de nos collaboratrices d'origine polonaise a postulé pour un emploi d'hôtesse. Rendez-vous dans un prestigieux hôtel du centre-ville. Environ 150 candidats, filles et garçons, ont répondu à l'annonce. Moyenne d'âge 25 ans. À entendre ce recruteur, travailler pour Michael O'Leary, c'est dur, mais c'est sympa. Ce travail, c'est un style de vie. Les personnels navigants de Ryanair travaillent extrêmement dur. Mais il y a plein de fêtes chez nous. Notre compagnie, c'est une vraie famille. Tout le monde a envie de connaître tout le monde. Malheureusement, il y a la formation. Une formation payante qui n'existe pas dans les autres compagnies. C'est une formation intensive de 5 semaines, ok? Pour s'inscrire, c'est 250 €. Et après, le coût de la formation, c'est 1850 €, ok? Soit 6 fois le SMIC polonais. Vous payez votre formation car cela nous permet de maintenir nos coûts les plus bas possibles et donc d'avoir des billets pas chers et beaucoup de passagers dans nos avions. Autre chose, Ryanair vous facture votre uniforme parce qu'il est sur mesure. On prélèvera chaque mois 30 € sur votre salaire pendant 1 an. Le recruteur annonce 1400 € net par mois, autant que le personnel navigant débutant d'Air France. Merci pour votre attention. Cette somme correspond-elle à la réalité? Rien n'est moins sûr. Toujours équipée d'une caméra cachée, notre collaboratrice est allée à la rencontre de ces Polonais, envoyés aux 4 coins d'Europe selon les besoins de la compagnie. Charleroi en Belgique, l'une des bases les plus importantes de Ryanair. C'est dans un immeuble du centre-ville que logent la plupart des hôtesses et stewards de la compagnie, comme ces 2 jeunes Polonais. Être payé en fonction des heures de vol, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, qu'on est payé pour chaque heure planifiée. Quand il y a du retard, tu n'es payé que ce qui était prévu. Les heures supplémentaires, ça n'existe pas chez Ryanair. Moi, mon vol a atterri une fois à Francfort, au lieu de Charleroi.
Il a fallu que je rentre par mes propres moyens. Et tout ce qui m'a été payé, c'est ce qui était prévu au départ, et rien de plus. Quand tu es d'astreinte, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, ils peuvent t'appeler si nécessaire jusqu'à 8 heures du soir. Donc officiellement, c'est comme si je travaillais, mais je ne suis pas payé. Et vous gagnez combien? Ça dépend du nombre d'heures de vol qu'on fait. En fait, c'est 1 000 € net par mois. 1 000 € pour 30% d'heures de vol en plus de la norme européenne. Ce régime s'applique-t-il seulement aux salariés polonais? A priori non. Tony de Monté, syndicaliste à Charleroi, a récupéré le planning de vol d'une hôtesse belge. À partir de son contrat de travail, il a calculé son salaire. Vous pouvez constater qu'il y a donc 24 vols à 27 €, auquel on ajoute 20 vols à 15 €, ce qui fait 300 €. Nous avons 948 € de rémunération. Par rapport au SMIC belge, on est loin du compte? On est loin du compte. Hein. Le SMIC mensuel belge tourne autour de 1 250 €. Parce qu'on parle bien de 2 bruts, hein, parce que c'est un brut fiscal, ça, hein, donc c'est avant impôt. La gestion des ressources humaines chez Ryanair réserve d'autres surprises. Démonstration avec les 2 stewards polonais. Tu te rends compte? Ils ont perdu un classeur qui contenait les contrats de travail de 60 personnes. Pourtant, 60 personnes, ça devrait pas être un petit classeur. Perdre des contrats de travail, cela n'aurait rien d'exceptionnel chez Ryanair, d'après le patron du principal syndicat de pilotes irlandais, Evan Cullen. Cette année, la compagnie aurait informé plusieurs pilotes que leur contrat de travail avait été égaré et qu'ils devaient en signer de nouveaux, légèrement modifiés. Quand les pilotes ont analysé leur nouveau contrat... Ça, c'est un nouveau contrat, hein? Oui, c'en est un. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils gagnaient 12 000 € en moins par an sur ce nouveau contrat de travail. Mieux vaut ne pas compter sur les syndicats pour vous défendre. Ils ne sont pas les bienvenus, comme le prouve ce document de la direction envoyé en 2004 aux pilotes basés à Londres. Nous n'avons aucune objection à ce que vous rejoigniez le syndicat anglais des pilotes, ou même les talibans, qui, soit dit au passage, est une organisation terroriste. Si vous songez à gaspiller 1 000 livres sterling en cotisation, nous vous conseillons plutôt d'aller les dépenser avec des filles faciles ou de les parier au cours sur des tocards. Au moins, cela vous procurera quelques minutes de plaisir, beaucoup plus que ce que vous pourriez avoir avec ce syndicat. Il n'y a pas que sur ses salariés que Ryanair met la pression pour tirer ses prix au plus bas. Aéroport de Marseille-Marignane. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône et la Chambre de commerce ont investi plus de 16 millions d'euros dans un ancien hangar, presque autant visité que Notre-Dame de la Garde. Son nom, MP2, le premier terminal à bas coût de France. C'est la première fois que vous visitez le MP2 ou pas? Oui. Tous, oui. Voilà. Pierre Régis, directeur de l'aéroport, assure ce matin-là la visite pour les patrons d'office du tourisme et d'hôtels de la région. Rapprochez-vous un peu comme ça, parce que j'ai pas de porte-voix. Je vais essayer que vous m'entendiez. Alors, donc vous êtes ici dans MP2, la partie publique, bien évidemment. Ceci était avant une ancienne gare de fret, construite en 64. On l'a réutilisée, elle est complètement dans son jus. Pas de faux plafond, pas d'éclairage sophistiqué, c'est des néons. Au sol, du béton brut juste lissé, c'est tout. On voit les chemins de câbles, toutes les canalisations. Et tout ça dans un seul objectif, c'était de diminuer les coûts d'investissement. On a des passagers qui avaient l'habitude d'être dans les autres aérogares et qui se retrouvent ici et qui nous disent « Mais attendez, c'est un scandale de nous traiter moins bien que là-bas, etc. » J'ai dit « Monsieur, la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce qu'il y a des compagnies qui sont intéressées et qui voulaient des conditions moindres. Et sinon, vous n'auriez pas de vol et vous ne seriez pas là. Donc, il faut accepter, à un moment donné, une différence de traitement. On va continuer. La prochaine étape, c'est les banques d'enregistrement. Pas d'informatique, l'enregistrement des passagers se fait à la main. Pas d'écran pour signaler la destination, un bout de carton. Et surtout pas de tapis roulant.
Le passager emmène ses bagages au contrôle de sécurité. Encore plus dénué de confort, la zone d'embarquement. Vous voyez que les vitrages, c'est du polycarbonate, hein, il n'y a pas de vitre. Donc là aussi, on a réduit les coûts. Vous voyez qu'on est directement sur le bardage métallique. Il n'y a pas de sophistication, mais en fait, quand vous êtes au ras du sol, vous vous en rendez plus compte. Prenez votre avion, terminé. Mais c'est propre. Voilà. Je vous demandais, là, en fait, il n'y a que 8 sièges dans toute cette salle d'embarquement. Vous faites aussi des économies sur le nombre de sièges, en mettre 12, 16, ça aurait été... En fait, cette salle n'est pas faite pour y stationner. Donc on a mis des sièges pour les personnes qui seraient fatiguées. D'ailleurs, ils sont très peu utilisés, mais c'est tout. Les gens arrivent dans cette salle combien de temps avant d'embarquer 10 minutes, maximum un quart d'heure. Donc on peut patienter 10 minutes debout? Oui. 10 minutes debout, c'est pas un problème. Plus, ça serait problématique. Plus, vous mettriez plus de sièges? Absolument. Mais la salle serait configurée différemment. Mais ça serait plus un aérogare low cost. Ce sera un problème? Oui. Cet aérogare bon marché est stratégique. Depuis l'arrivée du TGV à Marseille, l'aéroport a perdu 1 million de passagers. On comprend mieux son empressement à faire venir des compagnies à bas prix. On s'est épuisé pendant 5 ans à essayer de les faire venir. Et au bout de 5 ans, on s'est rendu compte que soit on arrêtait de s'épuiser, soit on rentrait dans leurs exigences, mais il fallait un produit qui corresponde. Donc ces gens-là, ils ne sont sensibles qu'à un moment donné à des conditions d'exploitation et de prix. Et si l'outil n'est pas adapté, d'où MP2, eh bien ils ne viennent pas. Voilà. Au MP2, Ryanair paie 1,23 € par passager, 5 fois moins qu'au terminal principal. En France, la compagnie dessert 20 aéroports régionaux. Seul Marseille dispose d'un terminal à bas prix. Alors comment les autres s'y prennent-ils pour attirer les avions de Michael O'Leary? Sur ce sujet, le PDG de Ryanair n'a pas souhaité s'étendre. Si vous êtes un aéroport régional français, vous venez à Dublin pour nous dire que vous voulez ouvrir une nouvelle ligne avec nous. Eh bien, vous serez assis dans une pièce avec 3 aéroports polonais, 3 italiens, 2 allemands, 1 anglais, peut-être un irlandais. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est les battre. Et les Français sont plutôt bons à ce jeu-là. Alors quelle est la recette pour battre un aéroport polonais? Écoutez, on ne va pas commencer une négociation sur les taxes aéroportuaires comme ça à la télévision. Allez demander aux 19 aéroports français avec lesquels on travaille. Ils vont certainement vous expliquer. Nous avons pris Michael O'Leary au mot et appelé une dizaine d'aéroports régionaux. Ils nous ont décrit au téléphone un système de subvention pour lequel des aéroports ont déjà été rappelés à l'ordre par la justice française et la Commission européenne. Des aides financières camouflées derrière des achats de publicité sur le site internet de la compagnie. Voilà, donc c'est des sociétés spécialisées dans le marketing, filiales de Ryanair, avec qui on passe des contrats pour de la publicité sur des sites. Voilà. Ça correspond en fait au guide gratuit. Oui, c'est ça, vous allez avoir un certain nombre de liens, de connexions vers les plans, le descriptif touristique, etc. C'est ça qu'on rémunère. Est-ce que ça peut s'apparenter aussi à des subventions déguisées? En tout cas, c'est des dépenses? Oui, complètement. C'est des niveaux qui tournent entre 10 et 15 euros du passager. Ces guides touristiques, est-ce que réellement ça a un intérêt touristique pour votre région ou pas du tout? Ça, c'est des pipeaux. Je dis que ça, c'est un habillage, c'est pas autre chose, monsieur. Coup de pouce financier contre développement touristique. Pour travailler avec Ryanair, il faut payer. À Limoges, par exemple, la Chambre de commerce distribue environ 1,5 million d'euros par an d'aide marketing quand l'afflux des passagers à bas prix représente environ 200 millions d'euros de retombées économiques pour la région. Subventions publiques plus ou moins déguisées, frais de personnel compressés, suppléments facturés aux passagers. Voilà les recettes de Ryanair pour casser les prix sans rogner sur la sécurité de ses vols. L'avion n'est plus le seul moyen de transport gagné par la mode des bas prix. Les premières voitures chinoises à prix cassé débarquent en France le mois prochain. L'amélioration de soi fait l'excellence. Il faut toujours mettre notre marque et nos clients dans notre cœur, car notre client, c'est notre Dieu. Ces voitures sont 20% moins chères, mais tiennent-elles en termes de sécurité ? Ce genre de déformation, on les mesurait sur les voitures construites à la fin des années 80. Au dernier salon de Genève,
une berline a créé la sensation. Ça va arriver à partir du mois de septembre. Ah, c'est maintenant, c'est la première fois. C'est la première fois que ça arrive et je dirais la première distribution va être sur le mois de septembre. Et sur des prix que ce véhicule-là, tout équipé, toute option comme il est là, avec motorisation Mitsubishi, on arrive sur 25 000 francs suisses. C'est pas vrai. 25 000 francs suisses. Soit 20% de moins qu'une berline française. Clim automatique, ABS, OSP, même peinture métallisée, on arrive à 25 000 francs suisses. Seulement 25 000 francs suisses. Et point de vue électronique, on est du électronique classique de base, on va dire, tout à fait. Pas avec les contrôles électroniques. Non, on a fortement limité, effectivement. Mais 25 000 francs suisses. Design italien, châssis allemand et moteur japonais, ce constructeur qui casse les prix est un nouveau venu dans le monde de l'automobile. Vous savez d'où elle vient cette voiture? Du Japon, non? Ce n'est pas une Toyota? De Corée? Non, je ne sais pas. C'est la première fois que je vois cette voiture. Mais elle vient d'où alors cette voiture? Bonjour. Bonjour. Des voitures haut de gamme à 18 000 €, une surprise pour tout le monde, sauf pour ce petit groupe de visiteurs. Et pour cause. Et vous êtes chinois? Oui, je suis chinois. Ces berlines sont 100% fabriquées en Chine. En Chine, ça s'appelle Junjie, mais ici, ça s'appelle Brillance. Ça veut dire la même chose? C'est la même chose. De Chine? Ah. Ah, de Chine. Je ne voyais pas ça. Hein. Je voyais plutôt une Lada à l'époque des Lada. D'accord, non, c'est pas tout à fait ça. Non, mais je voyais ça. Ouais. C'est le début de la fin. Je vous le donne 10 années, puis après, voilà, en moitié de l'exposition va être de Chine. Nankin, en République populaire de Chine. Dans les faubourgs de cette ancienne capitale impériale, une usine fait trembler les constructeurs occidentaux. Elle pourrait produire les premières voitures exportées vers l'Europe. Patronne, je voudrais une crêpe. 6h30 du matin, l'heure d'avaler un copieux petit déjeuner pour Xiao Wei. Dans cette crêpe, il y a un œuf, des légumes sautés dans l'huile et puis les sauces. Et c'est assez nourrissant pour la journée de travail? Oui, c'est suffisant. Xiao Wei travaille pour NAC, le plus vieux constructeur automobile chinois. Une entreprise d'État qui s'est fixée pour objectif d'exporter ses premiers véhicules vers l'Europe dès 2008. Salaire de base d'un ouvrier, 120 € brut par mois. Beaucoup moins que les salariés qui travaillaient il y a encore 3 ans dans cette usine venue de loin. En 2005, nos dirigeants sont allés en Angleterre pour acheter cette société. Et après, ils l'ont fait venir ici, à Nankin, en pièces détachées. Désormais, ces voitures anglaises seront fabriquées par les Chinois. Et pas n'importe quelle voiture anglaise. Pour 55 millions d'euros, ce groupe public chinois s'est offert l'un des joyaux de la couronne, MG, la prestigieuse marque de voitures de sport. En 2005, le groupe MG Rover fait faillite, les Chinois raflent la mise, NAC reprend la marque MG, un concurrent de Shanghai s'adjuge Rover. 200 000 tonnes de matériel de l'usine anglaise traversent la moitié du globe en porte-conteneurs géants pour être remontés à Nankin. Résultat, 2 ans plus tard, une usine toujours en rodage où règne déjà une ambiance plutôt martiale. Tout le monde au garde à vous avant d'attaquer la journée. Il faut arrêter de découvrir les défauts quand la voiture est déjà sortie de l'usine. Avant, notre équipe était une bonne équipe. On était même les meilleurs. Maintenant, notre qualité de travail n'est plus satisfaisante. Il est grand temps de vous reprendre. Bon, répétez après moi. La sincérité apporte la satisfaction. L'amélioration de soi fait l'excellence. Bon, au travail. Une motivation qui n'est certainement pas pour déplaire à la visiteuse du jour.
femme d'affaires française Elisabeth Young, ex-directrice financière de MG Rover France, n'est pas venue à Nankin un pèlerinage dans son ancienne usine, mais pour son business. Depuis 2 ans, elle fait le tour de tous les constructeurs chinois pour être la première à importer leurs véhicules à bas prix en France. Chez NAC, un modèle l'intéresse. Et voilà notre chaîne d'assemblage. Et ça, c'est la MG7? C'est la version 1,8 litre? Non, c'est la 2,5 litres. Voici la MG7, copie presque conforme de la Rover 75. En fait, vous avez juste changé la forme des phares. Ils n'étaient pas comme ça avant. Et l'avant aussi, vous l'avez un peu retouché. Jolie voiture. Je dirais qu'ils ont bien gagné 4 à 5 ans sur leurs concurrents chinois parce qu'ils ont acquis une connaissance de façon quasi immédiate, alors que les autres s'en sont encore à constituer leurs équipes, à dessiner des modèles. Avantage de cette version de la Rover 75 fabriquée en Chine, son prix. Ils ont annoncé sur le modèle de premier prix une 1,8 litre à 17 000 €. 17 000 € au lieu de combien avant Je vous dis 20% de plus. Hein. Donc on était aux alentours de 20 000 sur les premiers prix sur cette gamme-là. Parfois, le prix ne fait pas tout. Avec ce modèle vert à moins de 10 000 €, les Chinois frôlent la faute de goût pour Elisabeth Young. Il n'a pas l'air de vous emballer celui-là de modèle. C'est quoi ça comme modèle? C'est pas un modèle, je dirais, digne de MG. C'est un rebadgeage d'une ancienne Streetwise Rover. Ce qui me plaît pas, c'est que ça colle pas du tout avec l'image MG. MG, c'est une image de voiture de sport, de fun. Et là, c'est une citadine qui va marcher en Chine, sûrement, parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Mais pour la France, elle ne colle pas du tout à l'image de ce qu'on attend des produits MG. Après la phase de repérage des véhicules, vient le moment le plus délicat pour la Française, celui des négociations. Aux dernières nouvelles, elles sont toujours au point mort avec ce constructeur. Avril 2007, Salon de l'automobile de Shanghai. La vitrine des constructeurs automobiles chinois. Certains exportent déjà vers les pays émergents d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. C'est plus compliqué pour l'Europe. Protection de l'environnement, normes de sécurité. Aucun constructeur chinois n'a pour l'instant réussi à homologuer ses véhicules. Pas même Briance, le fabricant des berlines à 18 000 € exposé à Genève et dont Elisabeth Young est l'importatrice exclusive pour la France. C'est pour mon album personnel. Les voitures sont annoncées en Europe à la rentrée 2007. A priori, le constructeur chinois a du mal avec l'homologation européenne. C'est pas mal ça. Notamment pour des questions de sécurité. Vous avez les doubles airbags, hein, la sécurité. C'est ce que lui apprend cet homme d'affaires allemand, représentant du constructeur chinois en Europe. Et vous avez des nouvelles de l'homologation? Oui, on travaille très dur là-dessus et spécialement sur la protection des piétons. C'est ce qui nous donne le plus de fil à retordre, mais bon, c'est comme ça pour tous les constructeurs. Parce que j'ai entendu parler par des journalistes français de problèmes au niveau des crash tests latéraux, mais personne ne m'en a parlé chez Briance. Ça, c'est un problème mineur. Nous avons parfaitement passé le crash test frontal. Pour le latéral, on doit le refaire car il y a 2 petits changements à faire. Problème d'Elisabeth Young, obtenir une information de la part des constructeurs chinois. Elle s'en rendra compte à ses dépens. 2 mois plus tard en Bavière, les inquiétudes d'Elisabeth Young concernant la sécurité de ses berlines étaient fondées. Les ingénieurs du centre d'essai de l'Automobile Club allemand viennent de réaliser 2 crash tests sur les berlines chinoises. Leurs résultats sont sans appel.
Lancée à 64 km/h, la voiture se plie littéralement sous la violence du choc. Sur une échelle de notation de 5 étoiles, la brillance n'en obtiendrait qu'une. Le responsable des essais, Volker Sandner, confirme. D'abord, l'airbag s'est bien déclenché, mais il est parti sur le côté. Ensuite, on observe que l'habitacle a subi une déformation très importante, réduisant l'espace vital. Et quand on regarde un peu en dessous, on s'aperçoit qu'il ressort des parties métalliques coupantes. Les pédales sont remontées. Tout cela est très dangereux pour les chevilles et pour les genoux. Et quelles seraient les déformations avec une voiture européenne standard? Écoutez, c'est bien simple. Ce genre de déformations, on les mesurait sur les voitures construites à la fin des années 80. Sur ce modèle familial, il a relevé une dernière erreur de conception. Regardez, ça ne marche pas avec cette ceinture de sécurité. Elle est trop courte? Oui, elle est trop courte. Ce genre de siège bébé ne peut pas être installé dans cette voiture. Il manque au moins 20 cm de ceinture pour l'installer. On peut encore essayer, mais bon, ça ne marche pas. Il n'y a vraiment rien à faire. Pour la marque chinoise, le coup est rude. Pour autant, pas question de renoncer au marché européen. Le 11 septembre dernier, Elisabeth Jung revient au salon de l'automobile de Francfort sur le stand de Brillance. Après le crash test de Munich, le constructeur a revu sa copie. Il valait mieux. Comment expliquer les mauvais crash tests, notamment de la Brillance? Moi, je pense qu'il y a deux points principaux. Effectivement, la qualité de l'acier. Sur le marché mondial, ce matériau est en forte tension, donc une grande demande. Donc les Chinois ont essayé de s'approvisionner peut-être chez des fournisseurs qui sont moins performants que les autres. Et puis également, il y a tout ce qui est au niveau de la conception de la voiture. Et c'est vrai que quand une voiture est conçue, elle doit bien tenir compte de ses contraintes de sécurité dès le début. Donc aujourd'hui, Brillance a modifié son châssis sur 65 points et ça lui permet d'être confiant dans l'obtention de 3 étoiles sur 5. Le constructeur a réalisé son propre crash test. Sur ces photos trouvées sur Internet, les déformations n'ont plus rien à voir avec celles constatées en Allemagne. En revanche, côté calendrier, c'est le flou le plus complet. Ces berlines à moins de 20 000 € n'ont pas encore reçu leur homologation européenne. Au mieux, Elisabeth Jung espère les commercialiser à partir du second semestre 2008. D'ici là, des concurrents lui auront sans doute brûlé la politesse en important en France les premières voitures fabriquées en Chine. À l'autre bout du salon, le stand China Automobile. La grande attraction se trouve encore sous bâche. Cette société veut importer des modèles qui ont agacé 2 constructeurs allemands. Il sera présenté à quelle heure ce véhicule, monsieur Chambon? Donc nous allons le présenter aux alentours de 9 h. On va le lancer dès que possible, dès que nous aurons l'autorisation de l'importateur allemand qui ne va pas tarder. Voilà. Pourquoi c'est le seul véhicule qui est bâché en fait? Parce qu'on voit les autres véhicules ne sont pas bâchés. Alors cette semaine nous avons eu quelques petits démêlés, on va dire, avec BMW Allemagne et Mercedes-Benz pour un autre modèle, puisque ces modèles en fait s'inspirent de modèles existants de chez BMW et de chez Smart. Voici la Noble, petite citadine bicolore. Mercedes, qui a reconnu le design de sa Smart, aurait porté plainte pour plagiat, dissuadant Benoît Chambon et ses partenaires de l'exposer à Francfort. C'est OK pour débâcher? En revanche, consultez sur le dossier du 4x4.
Les avocats de l'importateur ont donné leur feu vert. Donc nous avons l'autorisation officielle maintenant de débâcher le véhicule, donc nous allons le faire devant vous. Hein. Il est temps de lever le voile sur ce modèle, malgré la plainte de BMW qui a cru reconnaître l'ancienne version de son 4x4. Sorry. Jugez plutôt. Un air de ressemblance qui n'a pas échappé aux visiteurs du salon. Comment vous trouvez cette voiture? Cette voiture m'est très familière. C'est une X5. Vous aviez déjà vu cette voiture avant? Oui, oui. Où ça? Chez BMW, plus ou moins. Un détail, enfin qui est plus qu'un détail, qui est ça, qui est... on me montre une voiture, on me montre ce détail de la voiture, sans me dire ce que c'est, je dis que c'est une BMW. Nous, d'un certain côté, ça nous fait une publicité. Parce que c'est quand même pas vraiment une bonne publicité d'être accusé de plagiat quand même et d'être obligé d'attendre pour débâcher sa voiture. On en était conscient dès le départ, quand on a choisi de commercialiser ce modèle, qu'on pouvait être attaqué. Aujourd'hui, on va pouvoir commercialiser ce véhicule. Ce tout-terrain à 28 000 €, 2 fois moins cher que le 4x4 allemand, est déjà vendu en Italie et en Russie. Il pourrait être le premier véhicule chinois à débarquer en France, peut-être d'ici la fin de l'année. Le premier d'une très longue série, Pékin a fait de l'automobile un secteur industriel stratégique et soutient ses constructeurs dans leur conquête du monde. L'année dernière, la Chine a produit 7 millions de véhicules, 2 fois plus que la France. Pour conclure, dire que payer moins cher, c'est accepter des services et des produits de qualité moindre. Beaucoup n'ont d'ailleurs pas le choix, même si ce qui est bon pour le porte-monnaie n'est pas forcément bon pour la morale. Voilà, ce droit de savoir est maintenant terminé. Merci de l'avoir regardé et écouté. Bonsoir.